chose. Ah, s'il vous plaît, on va commencer. Alors, vous avez reçu effectivement tous normalement un mail de l'origine prénom de la BU concernant le TP obligatoire qui est donc ouvert depuis le 6 et qui va être ouvert en 20. Et donc c'est quelque chose à faire à distance, effectivement à domicile. Vous vous connectez au lien que vous avez mis dans le mail. C'est un cours à faire qui se fait sur Amélis. Je pense, alors moi je ne l'ai pas fait personnellement, donc, mais je pense que vous avez une série d'explications, de cours, et puis après vous avez un test sous forme de QCM, effectivement. Et donc vous devez répondre aux questions et la bonne réponse seront votées pour évaluer vos essais pour la bonne réponse. Après, et je pense que vous avez le droit de le faire une fois, et recommencer. Mais voilà. Après, je ne pense pas que ce soit. Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait? Vous l'avez terminé? Ah, ok. Et. D'accord, mais par contre, refaites-le, je pense, pour éviter de. Et donc, vous avez 100%, très bien. Mais donc, est-ce que vous pouvez du coup peut-être dire à tout le monde qu'est-ce que c'est concrètement exactement? On vous explique comment faire une recherche documentaire, c'est ça? En gros, il y a des vidéos à regarder, ouais. Qui expliquent qu'il faut faire, où il faut aller chercher, et vous connectez sur le truc et aller chercher vous-même. D'accord. Et il y a plusieurs séries de vidéos, et à la fin, vous allez expliquer un vidéo, et vous faire la réponse qu'on a dit. D'accord. Ok. C'est pas intéressant, je pense. Après, je pense que c'est assez facile, en vrai. Et donc, ça vous montre les différents moteurs de recherche qui existent. Chercher, par exemple, des revenus, C'est ça. Ok. C'est très bien. Et par exemple, ça vous explique comment faire des requêtes sur le moteur de recherche en utilisant des indicateurs booléens, etc. Faire de et, vous croyez, il faut le faire, hein, parce que j'ai l'impression que. Parce que moi j'ai pas aujourd'hui, mais une prochaine fois j'ai quelques histoires sur la recherche documentaire, mais donc là ce serait bien que vous l'ayez tous fait. De toute façon, donc, vous avez encore 2-3 semaines pour le faire. Et comme ça, vous me direz ce que vous avez vu, alors on passe et puis on approfondit ce que éventuellement n'était pas disponible dans ce TP, ou ce que vous n'avez pas compris, ou ce qui vous manque par rapport à ce que vous avez étudié lors de ce TI. Et donc c'est bien que vous ayez cette base-là, pour qu'on aille au-delà après. Je pense qu'effectivement c'est relativement basique, mais ça vous explique comment utiliser les différents moteurs de recherche sur le site de la BU, ou il parle de Google Scholar par exemple. Donc c'est important, c'est bien que vous le fassiez, que vous réussissiez le petit test, c'est pas du tout compliqué, pour valider la matière, mais aussi pour apprendre ces notions-là, et puis après on ira au-delà. Et c'est des choses qui bien sûr seront utiles directement là, dans le cadre de votre travail. On va essayer de commencer à regarder l'ensemble de fichiers après la pause, voir si vous avez commencé à vous inscrire, à former des groupes. Et puis on va bientôt lancer la recherche de documents, etc. Donc c'est important que vous ayez ces bases-là. Oui. Alors vous avez normalement reçu un email, je me trompe pas. Vous avez reçu un email. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que oui, votre email est vécu. Vous êtes sûr que vous n'avez rien reçu? Alors faites un. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Donc, après la liste des cours, sur Amélis mes cours, normalement tu devrais trouver le BU
pensez-y. Et donc, je ne sais pas, la question c'était quoi? J'ai répondu ou pas? Ok. Autre question? Problème? Mais bon, ne faites pas pendant le cours, hein, s'il vous plaît. Non, parce que je vois beaucoup de monde qui sont connectés là. D'habitude, c'est difficile de faire deux choses, hein, je vous rappelle. Alors, donc on va commencer. Alors aujourd'hui, une séance sur donc la fois dernière, on a travaillé un peu sur la méthode du métier d'étudiant, hein, vous vous rappelez, gestion du temps, organisation, etc. Aujourd'hui, on va commencer à discuter vraiment de la méthode scientifique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la science? Qu'est-ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science? Et quand vous faites, par exemple, effectivement, des travaux universitaires, mais, quelles sont les choses auxquelles il faut être attentif. Et aussi pour détecter des arguments fallacieux, des biais qui existent à droite à gauche, et notamment dont on va être abreuvé durant cette période présidentielle qui s'ouvre devant nous. Vous allez être assommé de toute une série d'arguments fallacieux. Et donc, on va discuter certains des règles communes de raisonnement et puis comment on peut du coup les déjouer. Ok? Alors, pour se mettre en chaud, regardez différentes affirmations et essayez de répondre alors pour vous, d'accord? Dans votre tête, est-ce que c'est vrai ou faux chacune de ces affirmations? Monsieur avec le masque aussi là? Vous êtes d'accord? Alors, la première par exemple. Donc je vous demande juste, si je vous demandais de vous positionner, voilà, est-ce que c'est facile, pas facile? Est-ce que vous seriez prêt à pencher dans une direction ou une autre? Donc de dire oui c'est vrai ou non c'est faux. Alors je n'ai pas dit vaccin Covid, hein. Donc c'est nouveau. L'argument c'est nouveau, c'est aussi un argument fallacieux dans ce cas-là. D'accord? Bon. Alors ici. Non, je comprends bien, j'ai bien compris ce que vous dites. Ouais. Alors, d'accord, très bien. Et donc ce que vous me dites, c'est que c'est compliqué, qu'on ne peut pas trancher facilement. Et donc, globalement, une phrase aussi large que ça, évidemment, alors du coup, vous devez dire c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai parfois, c'est faux parfois, c'est ce que vous me dites. Mais donc, du coup, on ne peut pas dire que les vaccins sont. Et puis, on peut discuter sur les cas des vaccins. Mais moi, je ne voulais pas effectivement rentrer dans le détail de chaque proposition. Je voulais juste un peu vous réchauffer vos esprits. Et je vous rappelle, le cerveau, c'est un muscle. Donc, comme pour le sport, on commence toujours par un peu d'échauffement. Et ce qui ne marche pas avec tout le monde, mais donc c'est bien, je vois que vous vous êtes réveillé. Et je voulais que vous vous rendiez compte que c'est pas forcément facile, d'accord, de se positionner justement sur tous ces thèmes-là. C'est des thèmes que j'ai plus ou moins choisis exprès, il n'y en a aucun, d'après moi, qui sont faciles à répondre, qui sont en tout cas clairement oui, clairement vrai, clairement faux. Mais peut-être que vous aviez effectivement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à répondre, pour eux c'était clair que c'était soit vrai soit faux sur une des phrases? Est-ce que c'est arrivé pour certains ou que tout le monde était
y a certaines phrases qui étaient claires pour vous? Ok. Vous aussi? Ok. Alors, est-ce que moins souvent, en tout cas, de faire de moins bien entretenir, enfin moins de valeur pour nous. D'accord? Si on l'a reçu gratuitement par rapport à si on a dû l'acheter avec notre économie qu'on a accumulée à la sueur de notre. En tout cas, c'est parfois un argument qui est évoqué. D'accord? Donc pour vous, c'est pas vrai. Mais je vous garantis qu'effectivement, certaines personnes pensent ça. Et j'en toucherai un mot juste après. Oui, monsieur? Après, moi, c'est la dernière, les catastrophes naturelles qui augmentent. Moi, je pense qu'elle est vraie, celle-là. D'accord. Donc, c'est bien de dire vous pensez, d'accord? Et c'est clairement quelque chose qui est très difficile à prouver. Oui. Ok. Très bien. Okay. Mais donc, alors c'est bien, j'apprécie que vous dites je pense, d'accord? Mais globalement, effectivement, comme je disais, c'est toutes des phrases, d'après moi, qui peuvent être discutées. Et d'ailleurs, c'est toutes des phrases, c'est tous des thèmes sur lesquels il y a de la recherche scientifique. D'accord? Donc il y a vraiment des personnes qui cherchent à prouver un lien. Et alors, ici, toutes ces phrases, elles impliquent un lien de causalité, d'accord? De cause à effet. Là, on est en train de dire que le manque de soleil cause le suicide des Finlandais. C'est ça que ça implique. Et ça, on le verra en fin de cours. Mais dès qu'on parle de causalité, vraiment de A cause B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B n'existerait pas sans A. D'accord? C'est vraiment un lien très fort. C'est pas simplement qu'on observe les deux choses en même temps. Ça veut dire vraiment qu'il y a vraiment une cause qui cause une conséquence. Ça, c'est un lien. Quand on affirme ça, c'est très fort. Et souvent, c'est en fait très difficile à prouver. Et donc, il y a effectivement de la recherche sur un peu tout ça. On ne connaît pas tout. Mais alors, certainement, sur les vaccins, il y a énormément de recherche médicale. Et vous, avec les années qu'on vient de vivre, vous êtes tous au courant des processus de validation des vaccins. Et de tous les vaccins pour être mis sur le marché. D'accord? Alors, je sais plus si c'est la phase 1, la phase 2, quand vous êtes tous super au fait de toutes les phases. Et donc, je pense que c'est la première ou la deuxième. C'est le principe de cette molécule ne peut pas nuire. D'accord? Avant même de prouver l'efficacité, on doit prouver qu'elle ne nuit pas. D'accord? Et donc, ça, c'est effectivement une phrase qui, a priori, pour moi, c'était peut-être la plus simple, effectivement, où on devait répondre non. Ceci dit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Mais donc, quand on dit c'est mauvais à la santé, non, les vaccins ne sont pas mauvais à la santé, et en fait, les vaccins sont vraiment c'est un progrès absolument majeur de la dernière. Alors, c'était pas le premier vaccin, c'était chez Pasteur, c'est quoi Pasteur? Et début du siècle. Ouais. Et donc, et c'est vraiment ça c'est une grosse partie de l'explication de l'augmentation de l'espérance de vie, d'accord? Et de la réduction de la mortalité infantile. Donc maintenant, c'est devenu complètement naturel pour nous de faire vacciner les nouveau-nés et puis les enfants lorsqu'ils vont à l'école. Et comme ça, on a éradiqué, d'accord, toute une série de maladies. Dans nos pays, on avait de la variole, on avait on avait d'accord, la rougeole, on avait des. Maintenant, alors la rougeole, ça existe encore, mais c'est très peu. Mais toute une série, comment on appelle la coqueluche, n'existe plus.
va pas vacciner les bébés, les nouveau-nés, sur tout ça. Okay, et donc, ça, il y a vraiment de la recherche médicale très claire. Et la recherche médicale, c'est quand même, en tout cas pour le test de vaccin, c'est vraiment une des méthodologies les plus propres. Parce qu'il y a effectivement des groupes comme, pareil, vous avez tous suivi super bien mon texte. Et si ce n'est pas le cas, il y a un super reportage sur Arte qui vous explique comment on a développé le vaccin de la Covid, qui est super fascinant. Mais donc, vous savez quand même que, j'imagine, il y a toujours le groupe témoin, d'accord, qui reçoit un placebo, donc on a injecté un faux vaccin, le groupe traité qui reçoit le vrai vaccin, d'accord, et personne ne sait, même les personnes qui injectent, d'accord, c'est ce qu'on appelle la technique en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient, ni le médecin ne sait si c'est le vrai vaccin ou le faux vaccin, d'accord. Évidemment, on garde une trace, hein, et puis on regarde ce qui se passe dans le temps, et on compare évidemment les deux groupes, ceux qui ont reçu le vrai vaccin, ceux qui ont reçu le faux. Et donc, on a vraiment une technologie vraiment très poussée de justement mesurer l'effet causal dans ce cas-là, d'un vaccin. Et donc, tous les vaccins qui sont mis sur le marché, on est sûr à 100% qu'ils ne nuisent pas à la santé, ou en tout cas que leur rapport coût-bénéfice n'est pas négatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de nouveau des effets collatéraux, etc. Mais s'il y a des problèmes graves, des risques de décès, ce vaccin ne sera pas mis sur le marché. D'accord? C'est clair. Alors on peut me dire qu'effectivement, peut-être des effets à long terme, dans 50 ans, on les aura mesurés. Oui, ben oui, ça c'est vrai. D'accord? C'est bon. En même temps, on a aussi de nouveau une longue histoire des vaccins, depuis Pasteur justement, où on voit bien que les vaccins n'ont jamais eu des effets de long terme. D'accord? Tous les 2 enfants, vous tous, vous avez tous été vaccinés une dizaine de fois. Je ne sais plus le cocktail d'un nouveau-né, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est une dizaine de vaccins. Personne n'en discute et tout le monde va bien a priori. D'accord? Bref, donc les vaccins, disons, c'est quelque chose qui est bien testé sur le fait qu'il n'y a pas, que ça ne nuit pas fortement à la santé et que certainement que les bénéfices sont supérieurs au coût. Et que justement, effectivement, l'impact, donc les bénéfices, l'impact de la deuxième test, c'est effectivement qu'il y a une efficacité sur la réduction de certaines maladies. Bon, donc cette première phrase était a priori la plus simple, mais en même temps je voulais la mettre parce que je sais que c'est un peu provoquant actuellement. Maintenant c'est un peu tombé, je pense, l'année dernière, ça aurait généré beaucoup de j'aurais peut-être reçu des insultes. Voilà. Mais toutes les autres, donc effectivement il y a de la recherche, je ne vais pas toutes les. Chacun peut avoir une opinion et chacun peut se sentir bien en prenant des granulés radicales, mais c'est très bien. Simplement, ici, on va essayer de réfléchir au fait qu'il y a une différence, par contre, entre opinion et fait. D'accord et donc, c'est pour ça que je vous disais, je vous apprécie, je vous dis, je pense, c'est une opinion, ok, et vous pouvez penser que l'homéopathie est efficace, d'accord, mais vous ne pouvez pas affirmer que l'homéopathie est efficace. Ça va contre toute la recherche scientifique médicale qui a étudié le sujet. Et si ça vous intéresse, il y a pareil des moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas si on a probablement pas de moteurs de recherche médicaux, mais il y a un moteur de recherche qui s'appelle PubMed, Pub comme publication, Med. Et là, vous avez tous les articles scientifiques qui ont été écrits sur tous les thèmes médicaux. D'accord? C'est vraiment tous les chercheurs en médecine qui publient dans des journaux relus par des pairs. Il y a un moteur de recherche et donc, dès que vous avez, si vous voulez réfléchir, est-ce que le soleil est bon pour lutter contre la dépression?
bah, c'est certain qu'il y a beaucoup d'articles qui ont parlé de ça. D'accord? Donc vous tapez dans le moteur de recherche et vous obtiendrez l'évidence médicale qui parle de ça. Et parfois il n'y a pas de compromis. Hein. C'est possible que vous trouverez certains articles qui ont trouvé dans certains contextes. Et donc c'est pour ça aussi, et on va définir tout ça, l'intérêt vraiment de regarder les sources scientifiques, c'est toujours que ça vous cadre bien le périmètre de validité, d'accord? Ça discute les hypothèses, est-ce que ça peut être généralisé, oui ou non? Et donc c'est toujours la première définition de la science, c'est que c'est quelque chose de réfutable. Donc vous pouvez effectivement vérifier et éventuellement comparer à d'autres études. Sélection à l'université, on m'a dit que c'était clair que c'était positif. Ah non, pardon, c'est pas ça. Si les étudiants étaient moins nombreux par classe, on m'a dit que c'était sûr. C'était vous? Oui, en fait. Pardon. Et effectivement, je trouve que ce serait pas mal, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément évident, surtout si on le compare à d'autres politiques alternatives, à budget équivalent. Imaginez que le ministère de l'Éducation nationale ou de l'Éducation tout ait un peu d'argent à investir. Est-ce que, par exemple, c'est mieux de diminuer la taille des classes, mais ce qui veut dire du coup d'avoir 2 classes au lieu d'une, et donc 2 enseignants, typiquement, voilà, l'école secondaire, l'école primaire, d'avoir 2 fois plus de classes, et donc ça coûte cher, en termes de locaux, en termes d'enseignants. Ou est-ce que c'est mieux, par exemple, de mettre, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un budget équivalent? Par exemple, on pourrait mettre 2 professeurs dans une classe. Ça vous semble bizarre? C'est ce qu'ils font en Finlande. En université, en secondaire, ou en primaire, je sais plus. En primaire, je pense. Systématiquement, il y a 2 enseignants par classe. Et vous voyez que c'est un coût à peu près équivalent, d'accord? On doit payer un enseignant de plus. Mais c'est pas forcément clair qu'est-ce qui est le plus productif pour les élèves. Pourquoi? Parce que quand on est 2 enseignants, en fait, c'est assez stimulant. Moi, j'aimerais bien avoir un collègue et on discute de nos idées. Et puis, on peut avoir un enseignant qui est plus derrière, qui passe, qui aide les étudiants un peu plus faibles, etc. D'accord? Donc, on peut discuter de différentes alternatives. Et donc, il y a des recherches, effectivement, et en France, notamment, il y a eu, vous savez qu'il y a eu un essai de dédoublement des classes de CP, justement, je pense, depuis quelques années. Et ça a fait l'objet d'une évaluation pour voir si, effectivement, dans les classes dédoublées, est-ce que les performances en termes de résultats ou d'examen étaient supérieures ou non. Alors, cet exemple-ci, sur les pauvres, hein, sachez que ça, c'est quelque chose qui est plus proche de mes intérêts de recherche, que c'est du développement. Ça, il y a vraiment il y a une littérature qui a étudié ça. Alors, un papier très bon et qui a fait beaucoup parler de lui, a démontré que, effectivement, c'était largement faux. En tout cas, dans le contexte de la lutte contre la malaria, il y avait tout un discours des ONG et des politiques qui disaient que, vous savez, pour le malaria, il n'y a pas encore de vaccin, même si on vient de découvrir peut-être un vaccin pour les enfants qui sont en phase de test, d'accord, qui serait vraiment un game changer, vraiment. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Donc, tout ce qu'on peut faire, donc, vous savez, la malaria, c'est produit par des moustiques. Qui plus est, donc c'est des moustiques nocturnes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dormir sous des moustiquaires. C'est la meilleure protection et des moustiquaires imprégnés de l'insecticide. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout universel, cet usage de moustiquaires dans les zones les plus pauvres des pays en développement. Et donc, il y a toute la question, c'est comment favoriser l'utilisation de moustiquaires. Et donc, il y avait vraiment cette idée, est-ce qu'on doit aller dans les villages et distribuer plein de moustiquaires, d'accord, comme à tout le monde, pour s'assurer que, effectivement, tout le monde soit protégé. Ou est-ce que c'est mieux de faire payer, éventuellement un prix subsidié, mais de faire payer aux pauvres pour qu'ils aient un sens de la valeur de ces choses, d'accord, et ils n'utilisent pas, par exemple, pour aller pêcher. Il y a eu des exemples, des anecdotes qui montraient qu'il y avait des pêcheurs qui utilisaient des moustiquaires pour aller pêcher. Okay. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Plus, il y a toute la question de la dépendance à l'aide, de s'habituer à ne pas devoir payer pour ce genre de choses. Et donc, si on a un nouveau-né qui arrive,
et qu'il n'y a plus l'ONG qui vient donner des trucs, eh bien on n'aura pas envie d'aller acheter sur le marché un nouvel moustiquaire si on a été habitué à recevoir gratuitement les choses. C'est des arguments qu'on entend, d'accord? Eh bien, en tout cas, dans le cadre de ces moustiquaires, il a été prouvé que eh bien, donner les moustiquaires gratuitement ne générait absolument pas ni ce sentiment de dépendance, parce qu'on observe que les gens vont, une fois qu'ils ont fait l'expérience, ils vont en acheter d'autres, si besoin, et le taux d'utilisation n'est pas différent quand on a payé ou quand on a reçu gratuitement. Dans le cas des moustiquaires, ceci dit, pour d'autres biens, ça peut discuter. Bref, voilà. Alors, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Sur le changement climatique, moi aussi, j'aurais tendance à dire oui, d'accord, mais le phénomène d'attribution de ces phénomènes est très compliqué. Mais on peut quand même, si on regarde l'histoire, la longue histoire, d'accord, et l'accélération des événements, etc. Donc maintenant, si vous avez entendu ou lu le dernier rapport du GIEC, pour la première fois, le GIEC, groupe intergouvernemental d'études sur le climat, pour la première fois, ce rapport a établi un lien effectivement de cause à effet entre les activités humaines et le changement climatique. Par contre, chaque catastrophe individuelle est difficilement attribuable au changement climatique. Il y a, de tout temps, il y a eu des ouragans, voilà. Donc, conclusion, intéressant de se questionner sur nos opinions, qui sont parfois très construites et toutes faites, d'accord? Se poser la question, est-ce que c'est basé sur, est-ce que c'est un jugement, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été construit sur d'arguments scientifiques, que je peux d'ailleurs apporter, d'accord, dans la discussion. Donc, l'idée pour dépasser une opinion, l'idée c'est de pouvoir effectivement expliquer d'où vient notre positionnement, okay? Donc voilà quelles sont nos sources, sur quoi on se base, et qu'une autre personne peut elle-même aller vérifier du coup ces mêmes sources ou suivre le même raisonnement que nous, et du coup arriver à la même conclusion. Ça c'est toute la différence entre une opinion, on dit c'est comme ça, okay? Et je ne veux pas entendre parler d'autre chose. Ça, c'est une opinion, et on a le droit d'avoir des opinions, okay? Mais c'est une opinion. Et quelque chose qui relève effectivement d'une approche scientifique. Okay? Voilà, maintenant nous sommes tous échauffés. Juste deux citations de définition de ce qu'est la science, que je trouve assez parlante. Une première définition de Ernest Nagel, qui est vraiment un des premières personnes qui a, on appelle ça épistémologie, donc qui réfléchit sur la science justement, et qui définit la science en disant c'est le désir pour obtenir des explications. Et je trouve ça beau, et c'est vraiment exactement ça, d'accord? On a tous en nous un désir d'obtenir des explications à une certaine chose, et donc ça nous pousse à aller collecter des evidences en anglais, donc des faits, des preuves, d'accord, des preuves empiriques, de manière, ce qui est important, c'est de manière systématique et contrôlable. Alors contrôlable, ça veut dire quoi? Mais c'est de nouveau cette idée qu'on peut contrôler, on peut vérifier, d'accord? De nouveau, si je ne communique pas les bases sur lesquelles je m'appuie pour affirmer telle ou telle chose, ce n'est pas contrôlable, ce n'est pas vérifiable. La personne en face de moi ne peut pas me dire tu as raison, tu n'as pas raison, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ou alors on est juste de nouveau dans une joute d'opinion. Mais par contre, à partir du moment où je pose les bases, j'explique, voilà, j'ai collecté ces données-là, j'ai lu cet article-là ou ces articles-là, et il ressort que, etc. Et bien, dans ce cas-là, on est dans une approche plus proche effectivement de la science. D'accord, et puis la deuxième ici, qui est aussi très claire pour moi. Alors pardon, c'est en anglais, mais vous êtes tous non? En tout cas, vous devrez vous habituer à lire de plus en plus en anglais. Donc, la connaissance scientifique dérive de nouveau cette idée
laboratoire, par exemple, d'accord, sur les vaccins. Donc, c'est vraiment les faits de l'expérience que l'on collecte via soit l'observation, soit, comme je disais, l'expérimentation. Lorsqu'elle est analysée de manière rigoureuse, eh bien, qui forme la base de connaissances scientifiques. Alors, donc, la science est basée sur ce que l'on peut voir, écouter, toucher. De nouveau, cette idée de se rapprocher des faits vraiment qui existent. Les opinions personnelles et les préférences et l'imagination n'ont pas de place dans la science. C'est un peu fort, mais c'est vrai. Et ça ne veut pas dire que l'imagination n'est pas utile. L'imagination est super utile. Mais l'imagination est utile pour réfléchir à ce qui pourrait être, établir des hypothèses. Mais les hypothèses, ce n'est pas de la connaissance scientifique. Les hypothèses, derrière, elles vont être testées. Et ce n'est qu'une fois qu'on a intégré ou affirmé des hypothèses qu'on aura construit une connaissance scientifique. Donc l'imagination est très importante, y compris dans la science. Alors évidemment, elle est très importante dans la vie, pour le domaine artistique et autres. Mais même dans la science, elle est très importante. Par contre, ce n'est pas l'imagination qui génère la base scientifique. C'est ça. Donc, de nouveau, notre discours sur les opinions personnelles. Les opinions personnelles, c'est bien que vous en ayez, mais ça n'a rien à voir avec la science. Donc la science est objective, le contraire c'est subjectif, donc la subjectivité n'a rien à voir dans la science. Idéalement, évidemment, il y a toujours des biais potentiels et on peut discuter de. Mais une bonne méthode scientifique est une méthode qui est objective, c'est-à-dire qu'on on laisse pas la place à notre interprétation personnelle, mais on organise les choses de manière à ce que effectivement nos affects, nos opinions, nos propres vignettes, etc., n'entrent pas en jeu. On essaie d'être le plus possible de la vérité, de découvrir une vérité cachée, devant nous. Et la dernière phrase que j'aime vraiment beaucoup, c'est la connaissance scientifique est reliable, donc on peut lui faire confiance. Donc elle est fiable. Elle est fiable. Elle est fiable parce que c'est une connaissance qui est objectivement prouvée. Et donc c'est vraiment cette idée que quand un scientifique affirme quelque chose, il doit fournir la base méthodologique et ou factuelle permettant de tester la réalité de cette affirmation, c'est ce que je disais. Et c'est vraiment très très important. Pour moi, la première définition de la science, c'est effectivement quelque chose qui peut être qui est testable, qui peut être vérifiable et qui est contesté. Si on ne donne pas, et il y a plein de personnes effectivement qui refusent le débat, qui disent c'est comme ça, c'est le contraire de ce qu'est la science. Et les universitaires, pour moi, même si vous ne serez pas tous de la recherche fondamentale, mais en tout cas, un universitaire doit avoir cette ouverture d'esprit en tout cas, quand on parle de choses aussi importantes que les points que j'ai cités et plein d'autres, et bien d'être dans l'objectivité, dans la nuance et dans l'honnêteté, par rapport à voilà l'état de connaissance, voilà les bases que j'ai consultées, mais par contre, ce n'est peut-être pas suffisant pour conclure, à quelque chose. Ceci dit, pour décider quel film vous allez voir ce soir, il n'y a pas besoin de faire ça, On parle d'enjeux, de connaissances, bien sûr. D'accord. Alors, et vraiment, ce que je voudrais que vous soyez super convaincus, c'est que donc, il y a vraiment dans notre société actuellement, et je voudrais essayer de déconstruire une partie de ça, il y a vraiment une confusion généralisée. Et évidemment, c'est en partie lié aux réseaux sociaux, où tout le monde s'exprime, mais on a parfois cette impression que toute parole se vaut. Et souvent, effectivement, mais tout le monde a le droit de s'exprimer. Oui, c'est vrai, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais tout le monde n'a pas le droit de se présenter comme un expert. Et donc, je peux m'exprimer sur les vaccins, mais si je m'exprime sur les vaccins, je dois dire que je ne suis pas avant toute chose, je dois dire que je ne suis pas un médecin,
ce que je vais dire est basé sur certaines lectures, d'accord, mais voilà, je dois bien préciser les choses. Et effectivement, on a souvent cette confusion de tout le monde commence à s'exprimer sur n'importe quoi. Et c'est important que vous fassiez la distinction entre, ok, cette personne a une légitimité parce qu'elle a fait des recherches scientifiques sur ce thème-là, par exemple, ou qu'elle a une expérience de 15 ans sur ce, mais et que l'autre a moins de légitimité, d'accord, et exprime une opinion. Et de nouveau, on a le droit d'avoir des opinions, mais simplement, on ne peut pas placer sur la même échelle opinion et fait, d'accord, et expertise scientifique. Non, on a le droit d'avoir des opinions, même des opinions complètement voilà, on a le droit d'être raciste, je veux dire, mais oui, enfin. Alors, non, ce qui est dit par la loi, c'est pas d'avoir une opinion raciste, c'est de soit faire un acte discriminatoire, d'accord, soit de faire une déclaration, effectivement, raciste, et si c'est dans ta thèse, une opinion raciste, bon voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, clairement, il y a des opinions que je trouve détestables, ok, pour être clair, mais ce qui est extrêmement grave, c'est quand une opinion est présentée comme un fait, d'accord, et du coup est présentée comme et influence le débat, alors que cette personne ne sait rien sur le sujet. Okay, donc on fait tous des expériences, mais on n'est pas tous des scientifiques, d'accord? C'est vraiment la distinction entre expérience et expertise. On n'est pas tous des experts, d'accord? On a parfois tendance à penser qu'on est tous des experts, et de nouveau, en période de Covid, on a commencé à être tous des experts sur les vaccins, mais non, on n'est pas tous experts sur les vaccins, d'accord? Et sur plein de choses. Donc c'est vraiment la distinction entre jugement de valeur et vérité. Ce que je pense versus ce qui est. C'est très très différent, d'accord? Mais de nouveau, essayez de réfléchir à toutes ces circonstances dans lesquelles il y a eu une confusion. Soit de votre fait, d'accord? Parfois même nous, on tombe dans ce panneau à essayer de prétendre que c'est comme ça parce que c'est ce que je pense, okay? Et je suis sûr que tous, ça vous est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé. Et aussi dans ce que vous entendez, combien de fois une personne prétend, d'accord, que quelque chose qu'elle pense est ce qui est. Donc la science se construit assez largement contre l'expérience personnelle, d'accord, et les illusions des connaissances immédiates. Justement, la science, c'est le contraire. Un bon scientifique doit être agnostique, d'accord. Un scientifique qui essaie de prouver son opinion, il est déjà mal parti. Un vrai scientifique est quelqu'un qui regarde les choses comme elles sont. Okay, on peut avoir une hypothèse, d'accord, mais si les faits contredisent son hypothèse, il doit le reconnaître et il doit le dire. Mon hypothèse est fausse. Okay. Alors, encore un petit jeu. Est-ce que ces différentes affirmations sont des jugements de valeur ou des faits? D'accord? Alors, le chômage a augmenté ces 2 dernières années. Alors, combien de personnes disent que c'est un fait? Combien de personnes disent que c'est un jugement de valeur? Et certaines ne se prononcent pas. Pourquoi vous dites que c'est un jugement de valeur? Parce que si on regarde les dernières années... Ah oui, alors, pardon, excusez-moi, mais donc je ne vous demande pas de dire est-ce que c'est vrai ou faux, d'accord? Parce que déjà, on ne dit pas c'est quelles années, parce que j'ai l'impression que c'est vers là que vous aviez. Mais en tout cas, cette phrase, est-ce que c'est quelque chose qui relève d'un jugement de valeur ou qui relève d'un état de fait? Donc vous avez l'impression que c'est pas un fait? Non, moi je pense que c'est plutôt par rapport aux valeurs et aux opinions de la société. Oui. Du fait que le chômage, dès qu'il y a une petite, pas une augmentation directement, mais dès qu'il y a des chiffres sur le chômage, on parle directement d'augmentation et on ne voit pas directement sur la baisse, soit le maintien du même taux de chômage qu'il y a dessus.
pas sûr que donc, ceci relève vraiment de l'observation de chiffres. Donc on vous dit le chômage a augmenté ces 2 dernières années. Alors on peut regarder dans les statistiques, là par exemple en 2021-2022, est-ce que c'est vrai ou non, d'accord? Mais en tout cas, c'est de l'ordre du fait, d'accord? Soit c'est vrai, soit c'est faux, je ne sais pas effectivement ces 2 dernières années. D'ailleurs c'est plutôt à la baisse maintenant, donc vous demandez c'est pas vrai. Mais on est effectivement là de l'ordre d'un fait, parce que on n'a pas de jugement de valeur ici. Je ne vous dis pas, alors je pense que peut-être ça existe, je ne suis pas en train de vous dire que le chômage est trop élevé, d'accord? Là, ça c'est un jugement de valeur. Là, il a augmenté, point. Ok, d'accord? Donc effectivement, ici c'est un jugement de fait, c'est un fait. Le chômage a augmenté car les individus sont devenus feignants. Qui dit que c'est un fait? Personne, très bien. Ah. Alors vous pouvez, vous, avoir cette opinion que les personnes. Oui, mais c'est une opinion. Et donc, on est effectivement, c'est un jugement de valeur, ça. Donc vous pourriez avoir ce jugement de valeur, mais c'est un jugement de valeur, parce que vous pensez que les gens sont feignants, il n'y a pas de base objective pour le. Alors, vous pourriez essayer de faire une recherche scientifique qui valide ça. Déjà, je ne sais pas comment vous définissez la feignardise, précisément, d'accord, pour la mesurer de manière scientifique. Et donc là, on est vraiment dans l'ordre de. On donne une explication qui est basée sur nos valeurs. Les inégalités de revenus sont trop importantes en France. Qui dit que c'est un fait? 2, 3. Qui dit que c'est un jugement de valeur? Les autres. Alors, ceux qui disent que c'est un fait, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que vous êtes convaincu que c'est vrai. D'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est un fait. Pourquoi vous dites que c'est un fait, monsieur? Vous avez dit, oui, vous avez dit un autre. Je ne veux pas dire que c'est fait, j'en donne ça, c'est vrai. Mais je veux dire que c'est un fait parce qu'on peut le vérifier, il y a des noms qui peuvent le. Alors, très bon point. Donc, ce qui est un fait, c'est que les inégalités ont augmenté. Ça, c'est comme le chômage. Et ça, c'est vrai. Et effectivement, il y a des statistiques, d'accord, que vous pouvez contrôler et qui montrent que, objectivement, d'accord, les inégalités augmentent dans le monde et en France également. Après, il faut distinguer si c'est une inégalité de revenus, de patrimoine, etc. On peut en discuter. Par contre, regardez bien ce qui est écrit, d'accord? Les inégalités sont devenues trop importantes. Donc là, il y a une notion de valeur. Pourquoi? Parce que vous exprimez que c'est trop important. Alors c'est trop important par rapport à quoi? Pourquoi? Vous devez donner un critère, d'accord? C'est trop important, quoi? Par rapport à ce qui est soutenable au niveau social? C'est trop important pour la croissance? Ça devient néfaste pour la croissance? Donc déjà, vous ne suivez pas votre critère, d'accord? Donc c'est une information floue. Et en plus, alors si c'est trop important pour la croissance, ça peut être testé. Il y a des études économiques qui effectivement mesurent ça. D'accord? Et qui montrent qu'effectivement, les inégalités sont positives pour la croissance jusqu'à un certain niveau, et puis après, quand elles sont trop importantes, ça fait chuter la croissance. Donc, vous voyez la différence entre affirmer quelque chose, dire que c'est trop important, point, et puis faire quelque chose qui serait beaucoup plus objectif, d'accord, qui donnerait un critère et qui donnerait des chiffres à l'appui de cette hypothèse. Donc effectivement, en tout cas spécifique comme tel, c'était un jugement de fait. Les inégalités de revenus ont augmenté, c'est ce que je disais, d'accord? Donc là, effectivement, on est dans le fait. Vous voyez la différence, monsieur? Oui? Alors, lorsque le prix d'un bien augmente, la demande diminue. C'est un fait. D'accord? C'est une des lois fondamentales de l'économie. Okay? Et pas tout le temps.
base, le niveau de cette méthode scientifique. Vraiment, ce que vous devez retenir, c'est pour qu'un travail soit scientifique, un raisonnement soit scientifique, il faut qu'on vous explique pourquoi vous devez croire cela. Donc on vous explique d'où ça vient, okay, et on vous montre comment arriver à la même conclusion si vous suivez les mêmes cheminements. Alors parfois ça peut être complexe, ça peut être une analyse statistique très compliquée, un modèle théorique, etc. Donc c'est pas dit que vous pourrez le reproduire exactement, mais en théorie, effectivement, on vous donne tous les ingrédients pour vérifier ce qui vous est énoncé. Et dans tous nos articles scientifiques, effectivement, on passe vraiment énormément de temps à expliquer tous les détails du contexte de la procédure, de l'analyse statistique, s'il y en a une, et de l'interprétation des résultats. Et, alors ça c'est relativement récent, ça n'existait pas toujours, ça n'existait pas depuis toujours, mais en tout cas dans mon domaine, en économie du développement et en économie en général, de nos jours, on est toujours obligé de mettre à disposition les données, si c'est une analyse empirique avec les données, on doit mettre à disposition les données et les lignes de code, l'analyse statistique qui nous permet d'analyser ces données. De telle sorte que les personnes qui veulent vérifier ce qu'on affirme puissent le faire. Et ça, c'est vraiment ultra important. C'est vraiment la base effectivement du raisonnement scientifique. Alors, de nouveau, si vous êtes juste dans le... Donc ça veut dire que quand vous ferez votre travail documentaire là ici, donc c'est pas de la recherche fondamentale, donc vous ne devrez pas mettre à disposition effectivement un protocole, un algorithme de données, etc. Mais par contre, je ne veux pas lire des affirmations, d'accord, qui vraiment relèvent voilà, par exemple, trop important, ça relève d'un jugement de fait, sans que vous m'expliquiez effectivement d'où ça vient, d'accord. Vous citiez la source, par exemple, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit et que vous m'expliquiez comment cette personne est arrivée à cette conclusion, ou si c'est votre conclusion à vous, eh bien que vous m'expliquiez que c'est parce que vous avez vu que vous avez lu dans telle source et que ça a l'air d'être vraiment de converger, de former un consensus, etc. D'accord. Mais je ne veux pas voir une affirmation péremptoire sans aucune justification. Okay. Donc ça, c'est les points généraux, y compris plutôt pour la vraie recherche scientifique, si vous voulez. Mais et éventuellement, on ajoute à la pile de connaissances. Okay. Donc, vraiment, il y a toujours cette idée de reconnaître ce qui a été fait par d'autres et de pratiquer. Mais en plus, effectivement, pour éviter de reprendre à zéro, il y a vraiment un travail de littérature, de lire la littérature pour savoir d'où on doit partir. C'est absolument inutile de refaire ce qui a déjà été. Alors on peut le tester dans un autre contexte, ça c'est autre chose, d'accord, mais ça doit être basé sur des arguments logiques. Alors après la pause, on fera des exercices de logique, d'accord, pour voir si effectivement vous avez un... Parce qu'un raisonnement logique, c'est de nouveau, c'est une méthode rigoureuse, d'accord. On peut pas, de nouveau, on ne peut pas affirmer tout et son contraire, okay. Donc il y a vraiment il faut que, et quand vous me faites de nouveau dans ce cadre de ce travail, si vous me faites un enchaînement d'idées, il faut que cet enchaînement soit logique. D'accord. Donc que
la conséquence que vous tirez dérive logiquement de ce que vous m'avez dit avant. D'accord? Si vous me concluez, vous m'affirmez un truc qui n'a rien à voir avec ce qui précède, je ne serai pas content. En général, ce ne sera pas bon. Bien expliquer voilà, comment on a testé notre truc. Reconnaître les limites. On a fait quelque chose, on n'a sûrement pas répondu à tout. Donc, et peut-être que voilà, on a pu vérifier qu'une partie de notre hypothèse, parce qu'on n'a pas eu accès à certaines données, etc. Donc, être clair sur ce qu'on a réussi à démontrer, ce qu'on n'a pas réussi à démontrer, ce qui reste à faire, donner des pistes pour des nouvelles recherches. Le caractère réplicable, le fait que ce soit public, d'accord? Et c'est pour ça que la recherche est financée en grande partie par le secteur public, d'accord? C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle en Italie un bien public, quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Et c'est ça de la recherche publique. Alors il y a aussi de la recherche privée, d'accord? Et ça c'est autre chose. Et c'est fondamentalement quelque chose d'objectif, on évacue nos opinions, y compris politiques, on cherche à découvrir une vérité. Ok? Voilà, vous allez tous devenir des scientifiques. Non, mais c'est beau la science. C'est tellement triste d'affirmer des choses. Ça sert à rien. Dans les formats d'opinion, ça sert absolument à rien. C'est stérile. D'accord? Pour dépasser ça, il faut vraiment être dans les faits, dans les justifications, et dans l'ouverture, reconnaître qu'on ne sait pas tout. Il y a des limites à notre connaissance. Il y a certaines choses que par contre on a bien étudiées. D'accord? Donc on délimite les limites de ce qu'on sait. Mais par contre, ça, on explique pourquoi ça, on ne peut pas me dire le contraire. Je suis sûr que c'est comme ça. Je l'ai étudié. Et je vous explique pourquoi. Et donc, alors, ça nous permet aussi d'être plus forts. Y compris dans des débats publics, des débats d'opinion, des débats politiques. Okay? Les politiciens qui se disent non, c'est pas vrai, non, c'est vrai, non. Ça ne sert à rien. Alors, juste, celui qui gagne, c'est celui qui effectivement parle le plus fort ou est le plus beau, ou je sais rien, mais c'est vraiment. Par contre, si vous avez, vous présentez à la suite vos arguments des choses objectives qui ont fait l'objet de